L'Asdeqa, salam alaikum, bonjour ou bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien, partout où vous vous trouvez. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite et pour le meilleur des cas. Bienvenue sur votre chaîne Bled Mararibia qui attend comme toujours vos encouragements en la partageant autour de vous et auprès de toutes vos connaissances, mais surtout en vous y abonnant en masse pour y être informé en toute primeur. Merci une nouvelle fois de nous recevoir chez vous et parmi vous. Cette 171e vidéo, 171e vidéo, vous propose votre ce qui fait débat habituel, c'est-à-dire le ce qui fait discussion entre nous. Le CQFD de votre Bled Mararibia se consacre à l'actualité bien entendu nord-africaine pour vous la résumer brièvement en quelques mots. Et justement, elle est très riche ces derniers temps. Et pour cela, nous avons choisi les points suivants et qui ont été retenus pour cette séquence. Le premier de ces thèmes de cette séquence vidéo s'intéresse et à juste titre à ce nombre de détenus politiques en Algérie qui s'est élevé à quelques 283 personnes incarcérées uniquement en raison de leur opinion. C'est ainsi qu'il y est constaté que ce nombre des détenus politiques s'est aggravé, puisque d'innocentes personnes ont été incarcérées injustement dans diverses prisons algériennes, uniquement en raison de leurs opinions politiques divergentes avec le pouvoir en place à Alger, ont pu confirmer plusieurs médias concordants auprès de plusieurs sources judiciaires et sécuritaires. Notre deuxième point, notre deuxième sujet, se consacre, lui, au Parlement européen, aux eurodéputés qui blâment les tendances belliqueuses de cette Algérie au Maghreb et dans toute la région ont été une nouvelle fois fustigés par l'Alliance des libéraux et des démocrates pour l'Europe, cette fameuse ALDE, au sein du Parlement européen. Et à cela s'ajoute également cette visite surprise du ministre des Affaires étrangères français à Alger pour surtout émettre un signal aux autorités algériennes, aussi bien civiles que militaires, du risque du changement de la politique bienveillante de la France sur les biens acquis. Oui, sur les biens acquis et les détournements des fortunes mal acquises, justement, et placées en France. Il en est de même du côté de la France, qui voit d'un mauvais œil les actions algériennes au Mali et l'encouragement de cette Algérie au groupe Wagner de s'y installer. Et également, la France veut aussi des explications sur les ordres donnés verbalement aux autorités douanières algériennes de mettre un frein aux importations venant de France. Donc nous verrons tout cela en détail. Enfin, notre troisième et dernier titre de cette vidéo relate les dernières coulisses du Sahara marocain, puisqu'après l'Espagne, l'envoyé personnel du secrétaire général de l'ONU, de l'Organisation des Nations Unies, consulte la Russie, alors que d'aucuns s'interrogent aujourd'hui, ces derniers temps, sur le bilan, un an après la reconnaissance de la marocanité du Sahara par les États-Unis d'Amérique. Mais tout d'abord, chers amis, commençons par donner quelques dernières infos relatives au coronavirus, puisqu'il en ressort que la suspension des vols vers le Maroc
est prolongée, oui, la suspension des vols vers le Maroc est prolongée jusqu'au 31 décembre minuit, donc jusqu'à la fin de l'année 2021. En effet, le Maroc a décidé ce jeudi dernier de prolonger la suspension des vols passagers à destination et en provenance du pays, donc du Maroc, jusqu'au moins le 31 décembre inclus, selon une note de la direction de l'aviation civile marocaine. Les frontières du royaume marocain sont fermées depuis le 29 novembre en raison de la propagation rapide du variant Omicron du Covid-19 et de la recrudescence de la pandémie en Europe. Tous les vols vers et depuis le Maroc sont suspendus donc du 9 décembre jusqu'au 31 décembre minimum, a annoncé la Direction générale de l'aviation civile, cette fameuse DGAC, précisant que les vols exceptionnels de rapatriement étaient toujours soumis à des autorisations des autorités marocaines. La compagnie nationale Royal Air Maroc, la RAM, a également indiqué que ces vols de et vers le Maroc seront annulés dans les deux sens à partir du 9 décembre 2021 et ce jusqu'au 31 décembre 2021 à 23h59, ce qui veut dire 22h59 GMT, selon un tweet publié ce jeudi soir sur sa page officielle. L'agence de presse marocaine, la MAP, a elle confirmé la prolongation de la suspension des vols commerciaux à une date ultérieure, citant une source proche des milieux du transport aérien. Par ailleurs, le gouvernement marocain étudie le rapatriement des Marocains bloqués à l'étranger depuis la fermeture des frontières aériennes, a déclaré jeudi le ministre de la Santé marocain, lors d'un point de presse sans donner plus de détails. Sachant tout de même qu'un total de 951 092 contaminations et 14 794 décès ont été enregistrés au Maroc depuis le premier cas signalé en mars 2020, selon le dernier bilan officiel publié jeudi dernier. Et voilà donc ce qu'il faut savoir en ce qui concerne les voyages des Marocains en ces temps de Covid-19 et en cette fin d'année 2021 en particulier. Ainsi, chers amis, nous entamons maintenant notre sommaire par ce premier sujet pour constater que rien ne va plus, ou plutôt rien que depuis le début de ce mois de décembre, au moins 7 activistes et militants algériens ont été arrêtés et placés en détention en raison de leur proximité ou appartenance à des mouvements politiques jugés hostiles au pouvoir algérien et à ses conceptions de l'unité territoriale ou de la sécurité nationale. Au cours du mois de novembre passé, c'est tout récent, pas moins de 24 détenus politiques ont été recensés à travers le territoire national et par ailleurs, plus de 44 autres Algériens ont été placés sous contrôle judiciaire, tout simplement. Les mois d'octobre et septembre derniers ont été particulièrement durs et répressifs, puisque en plus de ces 44 Algériens et Algériens ont été placés en détention au mois d'octobre dernier pour leurs activités politiques, alors qu'au mois de septembre dernier, au moins 63 détenus politiques ont été déplorés par diverses sources judiciaires.
D'autre part, plus de 157 Algériennes et Algériens ont été poursuivis devant divers tribunaux et ils ont été placés sous contrôle judiciaire après avoir fait de la garde à vue au niveau de nombreux commissariats et brigades de la gendarmerie nationale. L'Algérie s'apprête à terminer l'année 2021 avec un bilan très lourd et navrant concernant les violations des droits de l'homme et des libertés publiques ou civiles. Et en aucune perspective positive n'est pour le moment envisageable en 2022 concernant le sort des détenus politiques algériens. Ainsi, nous arrivons à notre second thème, et ce n'est guère mieux, traitant de ce Parlement européen et des eurodéputés qui blâment les tendances belliqueuses de l'Algérie au Maghreb et dans toute la région, ont été une nouvelle fois fustigées par l'Alliance des libéraux et des démocrates pour l'Europe, cette fameuse ALDE au sein du Parlement européen. Le vice-président du parti de cette ALDE, l'eurodéputé bulgare Ilhan Kyuchyuk, a interpellé le vice-président de la Commission européenne, haut représentant de l'Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, pour œuvrer à freiner les tendances belliqueuses de l'Algérie au Maghreb et dans la région au sens large. Cet eurodéputé a fait remarquer à cet effet que suite à l'adoption le 29 octobre 2021 de la résolution 2602 du Conseil de sécurité de l'ONU, qui a renouvelé le mandat de la MINURSO pour une année supplémentaire et engagé toutes les parties à parvenir à une solution politique réaliste, durable et mutuellement acceptable à la question du Sahara marocain. Mais l'Algérie a, comme à son habitude, rejeté officiellement cette résolution et exprimé son refus de participer au processus des tables rondes. Mais que compte faire le président de la Commission, haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité pour faire pression sur cette Algérie afin qu'elle reprenne les négociations dans le cadre des tables rondes? S'est-il interrogé? Et la question est posée ici. Rappelons par ailleurs que l'Union européenne est l'un des principaux fournisseurs d'aide humanitaire à la population séquestrée dans les camps de Tindouf, en Algérie. Mais il faut savoir que les dernières résolutions de l'ONU sur le sujet appellent le recensement de cette population. Et lorsqu'on dit les camps de Tindouf en Algérie, sachant que Tindouf, historiquement, par le passé, appartenait à d'autres territoires et à d'autres pays. Mais le vice-président de la LDE s'est demandé si le chef de la diplomatie européenne entend appeler l'Algérie à se conformer aux résolutions internationales et à autoriser l'enregistrement des Sahraouis détenus dans ces camps. Ce n'est pas la première fois que des eurodéputés et groupes influents au sein du Parlement européen interpellent les responsables de l'Union européenne pour qu'ils mettent fin à l'état de non-droit dans les camps de Tindouf et pour qu'ils contraignent l'Algérie à cesser d'entraver le processus onusien visant à régler définitivement le différend artificiel autour du Sahara marocain, rappelle-t-on quand même. Ajoutons également les questions de visa.
de Wagner, la crise mémorielle, le Mali, en cette Algérie toujours, la visite du ministre des Affaires étrangères français, Jean-Yves Le Drian, est un naufrage, oui, un naufrage, et c'est le moins que l'on puisse dire. En effet, le chef de la diplomatie française a appelé ce mercredi 8 décembre dernier à une relation apaisée entre la France et l'Algérie. Mais au fond, la visite, il faut le dire clairement, a été un échec retentissant avec cette grande liste de dossiers, d'affrontements qui minent les relations Alger-Paris et qui est inextricable. Le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, s'est rendu à Alger pour y rencontrer son pseudo-président athée sur fond d'une grave crise diplomatique, la plus virulente depuis 15 ans. Et là, on peut le dire clairement que c'est une panne diplomatique totale. Puisque on entend dire « Je souhaite que nos deux pays reprennent ensemble la voie d'une relation apaisée ». C'est ce qu'a déclaré à la presse Jean-Yves Le Drian aux côtés de son homologue Refronier, Sormtan Lamamra, indiquant que la France et l'Algérie devaient regarder vers l'avenir. Mais toutes les questions pendantes n'ont pas été couronnées d'annonces de solutions. Et le chef de la diplomatie française a insisté surtout sur la confiance, afin de renouer sur des nouvelles bases et sur l'approfondissement de notre partenariat qualifié d'indispensable. À l'entendre parler, la diplomatie algéro-française est rompue. Alors, car l'ambiance de cette rencontre était glaciale et les échanges sans aucune amabilité. Derrière les tensions sur les visas entre les deux pays qui ont implosé fin septembre dernier, de nombreux sujets de friction se sont accumulés. Le soutien d'une option russe au Mali qui divise l'exécutif algérien avec les partisans de Moscou se trouverait principalement du côté de l'état-major des armées, ce qui explique les craintes de la France de voir une puissance étrangère s'introduire dans un pays gangrené par le terrorisme. L'Allemagne, l'Union européenne ou encore la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest redoutent grandement ce scénario. Donc, quitte à le répéter, la diplomatie partout dans ces territoires-là est complètement en panne, pour ne pas dire complètement rompue. Et celui qui se considère comme le président algérien, cet athée, a prévenu qu'il ne fera pas le premier pas pour tenter d'apaiser les tensions provoquées par des propos critiques du président de la République française, Emmanuel Macron, sur la nation algérienne. Et il déclare « Je n'ai pas de regrets ». Macron a rouvert un vieux conflit de manière totalement inutile. C'est ce qu'a dénoncé ce soi-disant dirigeant algérien dans une récente interview accordée à l'hebdomadaire allemand Der Spiegel. Pour cet athée, Emmanuel Macron a blessé la dignité des Algériens. On ne touche pas à l'histoire d'un peuple et on n'insulte pas les Algériens. Mais on ne sait de quelle histoire d'un peuple s'agit-il, et il continue à le déplorer. Ce président algérien, totalement absent, rappelons-le. Et il délire et il continue. Pourquoi Emmanuel Macron a-t-il dit ça?
il s'étonne et il y répond par lui-même, je pense que c'était pour des raisons électorales, stratégiques, estime cet athée. Et c'est le même discours que le journaliste d'extrême droite, Éric Zemmour, par exemple, utilise depuis longtemps. L'Algérie n'était pas une nation. C'est la France qui en a fait une nation, fait-il valoir. Allez savoir qui dit la vérité sur cette histoire. Existait vraiment un État-nation algérien? La question reste posée, mais tant Macron que Zemmour ne pouvaient se présenter et l'annoncer en tant que tel. Et toujours selon cet athée, avec cette déclaration, Macron s'est placé du côté de ceux qui justifient la colonisation. Mais le régime algérien, cette junte militaire, ne colonise-t-elle pas certaines régions en Algérie même, à l'intérieur? Ne colonise-t-elle pas son propre peuple? Et la question de la reprise des vols militaires, par exemple, français au-dessus de l'Algérie, était également au centre de discussion. Et les Français ont demandé aux Algériens de revenir à une autorisation générale et systématique des survols militaires, ce que rapporte la source proche de Jean-Yves Le Drian lui-même, cité par Le Monde. Dès lors, existe-t-il vraiment une perspective de dénouement avec la France? Eh bien non. Si les Français veulent aller au Mali ou au Niger, maintenant ils devront juste faire 9 heures de vol au lieu de 4. Rétorque ce même athée, assurant toutefois qu'une exception serait faite pour le sauvetage de personnes blessées. Mais pour tout le reste, nous ne sommes plus obligés de coopérer les uns avec les autres. C'est peut-être terminé maintenant, prévient-il, accusant et même menaçant Emmanuel Macron d'avoir porté atteinte à la dignité des Algériens. Et de quelle dignité s'agit-il? Le déplacement d'Alger visait, selon Le Monde, toujours à la reprise d'un dialogue opérationnel sur les questions humaines et migratoires, selon toujours cette formule du ministre lui-même. Un éventuel retour de l'ambassadeur d'Algérie en France, rappelé au début du mois à Alger, après des propos critiques du président Emmanuel Macron, n'a pas été abordé, puisqu'il est conditionné au respect total de l'État algérien par Paris et non pas par Alger, a déclaré cet athée, en accusant le chef d'État. Par ailleurs, le ministre de l'Intérieur français, Gérald Darmanin, de gros mensonges. Encore cette cerise sur le gâteau. Quant au nombre d'immigrés clandestins algériens à refouler depuis la France. Ainsi, nous concluons notre séquence par ce troisième et dernier point, en relatant les provinces du sud du royaume du Maroc, puisque l'envoyé personnel du secrétaire général de l'ONU pour le Sahara marocain poursuit ses consultations avec les acteurs clés dits du dossier. En effet, ce Stéphane de Mistura a eu ce mardi dernier une conversation téléphonique avec le vice-ministre des Affaires étrangères de Russie, Sergueï Verchinin, et les deux responsables ont abordé
À cette occasion, les perspectives de règlement du conflit, indique le département de Sergueï Lavrov dans un communiqué. Ils ont mis aussi l'accent sur l'importance de parvenir à une solution juste, à long terme et mutuellement acceptable aux problèmes du Sahara marocain sur la base des résolutions pertinentes du Conseil de sécurité des Nations Unies. Ce qui devrait contribuer également à l'apaisement des tensions dans la région entière, ajoute la même source, et au cours de ces entretiens, une attention toute particulière a été accordée au rôle stabilisateur de la mission des Nations Unies pour le référendum au Sahara marocain. La partie russe a exprimé son soutien aux efforts de Staffan de Mistura visant à reprendre les négociations entre les parties, précise ce même communiqué du ministère des Affaires étrangères. Pour rappel, juste pour rappel, le 29 octobre dernier, la Russie avait opté pour l'abstention lors de l'adoption par le Conseil de sécurité de la résolution 2602. Et la semaine dernière, Staffan de Mistura a rencontré à Rome le ministre espagnol des Affaires étrangères, José Manuel Alvarez. Mais Staffan de Mistura est confronté au piège. Il faut savoir que Staffan de Mistura est confronté, oui, au piège posé par l'Algérie, puisque cet envoyé personnel du secrétaire général de l'ONU pour le Sahara marocain continue ses discussions avec les parties prenantes ayant une relation directe ou indirecte avec ce dossier. Mais les efforts de l'émissaire font déjà face aux obstacles élevés de cette Algérie et du Polisario décidément, car après l'Espagne et la Russie, en marge du Forum international sur la Méditerranée, Méditerranéen Dialogues, la semaine dernière à Rome, Staffan de Mistura a eu un entretien téléphonique avec le vice-ministre des Affaires étrangères de la Fédération de Russie, Sergueï Vershinin, comme on vient de le voir et de l'évoquer. Mais néanmoins, rien de nouveau à l'horizon, car les deux parties ont souligné l'importance de parvenir à une solution juste, à long terme et mutuellement acceptable au problème du Sahara marocain sur la base des résolutions pertinentes du Conseil de sécurité de l'ONU. Et le rôle de la mission onusienne d'observation, MINURSO, a été salué, sauf qu'au sujet de la reprise des négociations entre les parties, il se trouve que des blocages ont déjà été émis par cette Algérie une semaine avant même l'adoption de la dernière résolution du Conseil de sécurité. Alger avait en effet annoncé officiellement son refus de participer au processus des tables rondes au moment où, justement, Staffan de Mistura devait prendre du service quelques jours après la réunion du Conseil de sécurité. Écoutez bien, nous confirmons notre rejet formel et irréversible de ce format dit des tables rondes et nous avons instruit notre représentant permanent à New York à l'effet de notifier cette position du gouvernement algérien au président du Conseil de sécurité en lui demandant de faire circuler la note verbale en question à tous les membres du Conseil, avait alors déclaré ce Ammar Blani, qui se présente et qui se représente comme l'envoyé spécial chargé de la question du Sahara marocain et des pays du Maghreb à l'agence de presse algérienne officielle, cette fameuse APS au service de sa junte. Pourtant,
Pourtant, cette formule des tables rondes, qui inclut les parties prenantes au conflit, le Maroc, l'Algérie, la Mauritanie, le Polisario, est au centre de la mission de l'envoyé personnel d'Antonio Guterres. Cette formule, emmenée sous la houlette des Nations Unies, permettait de faire participer les vrais parties au conflit. Et si l'Algérie, jusqu'au dernier moment, indiquait n'être qu'un pays observateur, les dernières résolutions du Conseil de sécurité ont confirmé le contraire, mettant à mal la version d'Alger. D'ailleurs, dans la résolution 2606, le Conseil a exhorté l'ensemble des parties. La résolution 2602, pardon, le Conseil de sécurité a exhorté l'ensemble des parties, y compris l'Algérie, à participer au processus politique à travers les tables rondes et à coopérer pleinement avec le secrétaire général de l'ONU et son envoyé personnel pour parvenir à une solution politique à ce différend régional. Le Maroc, de son côté, estime qu'il est obligatoire que l'Algérie soit pleinement associée à ce processus politique, en affirmant que le réel interlocuteur de Rabat dans ce dossier, c'est Alger. Et le royaume marocain se base sur plusieurs faits à charge contre la supposée neutralité avancée par le régime algérien. Et pour cause, oui, pour cause, l'Algérie est le pays qui a créé le Polisario, les milices séparatistes sahraouis, et les a poussés à s'autoproclamer État au lendemain de la Marche verte en 1975, qui a chassé l'occupant espagnol du Sahara marocain. L'Algérie participe activement au dossier et a déjà refusé plusieurs candidats au poste d'envoyé personnel avant de s'accorder sur la candidature de Stéphane de Mistura. Et l'Algérie est également le pays qui chapeaute en gérant toutes les opérations de la milice séparatiste, qui paye ses représentants et les armes, tout en envoyant les réfugiés sahraouis apprendre à faire la guerre avec les guérillas des pays d'Amérique latine. C'est d'ailleurs en Algérie que se trouve le QG du Polisario, à Tindouf, sans se rappeler que cette ville était anciennement et historiquement marocaine. Ne l'oublions pas. Se trouve dans ce qu'on appelle le Sahara. Début 2021, le chef du groupe séparatiste, ce Brahim Ghali, alias Mohamed Ben Battouche, a été envoyé, souvenons-nous-en, en urgence en Espagne pour être soigné du coronavirus, alors que ce dernier est poursuivi par la justice espagnole pour crimes contre l'humanité et génocide, excusez du peu. Et il a pu entrer sur le territoire européen sans passer par les contrôles douaniers, grâce à l'intervention de ce pseudo-président athée qui lui a même prêté son avion présidentiel pour le déplacement et lui octroyé un vrai faux passeport diplomatique algérien. Depuis plus de 45 ans, cette Algérie, qui n'est soi-disant pas concernée par ce dossier des Sahara marocains, cette Algérie, oui, mobilise toute sa diplomatie pour promouvoir le séparatisme et menacer l'intégrité territoriale du Maroc avec des efforts acharnés au niveau des instances internationales et auprès des pays africains ainsi que des États arabes, notamment au sein de l'Union africaine. Cela en mettant ce sujet à l'ordre du jour à chaque fois et à chacune des réunions de l'instance africaine, entre autres, et en organisant d'autres réunions et des prétendus sommets avec les États africains membres du Conseil de sécurité pour les influencer sur cette question. Même chose
également avec les pays arabes. En outre, l'Algérie a même créé un poste spécial. Oui, cette Algérie a créé un poste spécial pour son seul et unique dossier qui s'attaque toujours au Sahara marocain au niveau de son ministère des Affaires étrangères, en nommant ce sous-fifre de Ammar Bellani comme envoyé entre guillemets spécial chargé du Sahara marocain. Comme s'il n'existait que ce Sahara marocain pour l'administration de cette junte militaire algérienne, alors que l'Algérie n'a pas réussi du tout, mais du tout, à modifier le contenu de la dernière résolution du Conseil de sécurité en annonçant son boycott des tables rondes. C'est autour de son poulain, oui, autour de son poulain, ce Polisario, de tenter de faire pression et du chantage, disons-le clairement, en annonçant une mesure similaire. Celui qui se dit chef de la faction séparatiste l'a exhorté à collaborer étroitement avec l'Union africaine, dirigée par les deux gros poids lourds anti-marocains, l'Algérie d'une part et l'Afrique du Sud d'autre part, et a posé le calendrier de ses actions et de sa mission, en lui donnant des garanties pour l'organisation d'un référendum. On s'accroche décidément à ce référendum, coûte que coûte, alors que cette option a été éliminée depuis longtemps, depuis des années, à cause de la partialité assurée des résultats. Pour ne pas dire impartialité, non assurée des résultats. Mais avant la partie espagnole et russe, Stéphane de Mistura s'est entretenu notamment avec plusieurs partis au Conseil de sécurité de l'ONU, dont l'ambassadrice de Washington aux Nations Unies, cette Linda Thomas Greenfield, et la représentante permanente des Émirats arabes unis auprès des Nations unies, Madame Lana Zaki Noucheibeh. Mais que pouvons-nous penser une année après la reconnaissance par Washington de la souveraineté marocaine sur le Sahara marocain et la reprise de ses relations diplomatiques avec Israël? Le Maroc peut-il se satisfaire d'être sorti du statu quo? Chers amis et chers fidèles, rappelons-nous-en, si vous voulez bien, ce fameux 10 décembre 2020, un certain Donald Trump, alors président des États-Unis, annonçait au monde entier, et à qui veut bien l'entendre, la reprise des relations diplomatiques entre le Maroc et Israël, avec en prime la reconnaissance par son administration de la marocanité du Sahara marocain. Et oui, et c'était il y a un an, pas plus tard qu'un an, une année, après avoir pris sa place aux côtés des Émirats arabes unis et du Bahreïn dans le train des accords dits d'Abraham, le royaume du Maroc a des raisons de se féliciter de sa décision. En effet, malgré une période de flottement ayant précédé le départ de Donald Trump de la Maison-Blanche, son successeur n'a pas annulé du tout cette reconnaissance. Et Joe Biden maintient le cap malgré les pressions exercées par des parlementaires démocrates et républicains et par des États alliés, notamment l'Allemagne et l'Espagne. Le Maroc a en effet pu arracher le 22 novembre dernier, à l'issue des entretiens à Washington entre Nasser Bourita et Anthony Blinken, le secrétaire d'État, une déclaration officielle qui entérine cet accord tripartite.
L'administration de Joe Biden a ainsi salué officiellement et pour la première fois le premier anniversaire de la déclaration conjointe entre le Maroc, Israël et les États-Unis d'Amérique, signée le 22 décembre 2020 au palais royal de Rabat devant le roi Mohamed VI. Un accord qui lie la reconnaissance de la marocanité du Sahara marocain par les États-Unis d'Amérique à la reprise par Rabat de ses relations diplomatiques avec Tel Aviv. Mais c'est un succès qui n'est pas encore total, malgré et avec cet autre signal politique fort de la part du nouveau locataire de la Maison-Blanche, le rejet de son gouvernement de la proposition du sénateur pro-Polisario Jack Reed du Parti démocrate visant à conditionner le financement de programmes de coopération militaire avec le Maroc à son acceptation d'un plan de paix au Sahara marocain. L'économie a également bénéficié de la décision du 10 décembre 2020, avec dans le sillage les États-Unis ont repris en juillet dernier l'importation de phosphate extrait du Sahara marocain, mettant ainsi un terme à une suspension qui remonte à 2018. Et à cela s'ajoute également l'arrivée au port de l'Aïoun de deux cargaisons de gaz en provenance des États-Unis en mai et juin dernier. Donc avec la reconnaissance américaine de la marocanité du Sahara a par ailleurs changé le comportement du royaume marocain avec certains de ses partenaires au sein de l'Union européenne ayant exprimé publiquement leur désaccord avec la décision de Donald Trump, particulièrement l'Espagne et l'Allemagne. Et on retrouve les mêmes. L'Espagne, l'Allemagne, avec le voisin d'à côté. Le Maroc a rappelé pour consultation ses ambassadrices accréditées dans ces deux pays, l'Allemagne et l'Espagne. Mais ce succès n'est pas encore total, car l'ouverture du consulat américain à Dakhla, prévue dans un premier temps en janvier 2021, se fait encore attendre. Et il en est de même pour la commande des forces armées royales annoncée le 10 décembre 2020 d'au moins 4 gros drones aériens sophistiqués de type Sea Guardian MQ-9B, fabriqués par la compagnie General Atomics, car, faute du feu vert des parlementaires américains, ce contrat se fait toujours attendre. Et la reprise des relations avec Israël a été réalisée au pas de charge, avec l'autre volet de la décision des États-Unis du 10 décembre 2020 et la reprise des relations diplomatiques avec Israël. En presque une année, les deux pays ont instauré une plateforme de dialogue et de coopération avec des groupes de travail en vue de se rencontrer, discuter, travailler ensemble. C'est féliciter le ministre des Affaires étrangères marocain lors de sa participation le 17 septembre dernier à la célébration par visioconférence du premier anniversaire des accords d'Abraham. Et de souligner que Marocains et Israéliens ont signé 20 accords dont le plus important reste le protocole d'accord de coopération militaire et sécuritaire, scellé à Rabat le 24 novembre dernier à l'occasion de la visite du ministre de la Défense Benny Gantz. Et c'est le premier qu'Israël signe avec un État arabe. Outre ce déplacement de haut niveau au royaume marocain, il est lieu de signaler
celui effectué en août 2021 au Maroc par le ministre des Affaires étrangères Yair Lapid. La reprise des relations avec Israël a par ailleurs redonné vie au mouvement anti-normalisation au Maroc, avec en face des militants de gauche et islamistes, à l'exception du PJD, Parti de la justice et du développement marocain, réunis sous la bannière du Front marocain de soutien à la Palestine et contre la normalisation, battent le pavé dans plusieurs villes pour dénoncer le rapprochement entre les deux pays, Maroc-Israël. Une contestation qui prend de l'ampleur grâce notamment à la mobilisation de Adl ou Ihsan, mais dont l'impact sur le cours du rapprochement maroco-israélien est resté faible d'intensité, si ce n'est nul. Et donc, chers amis et chers adeptes de la chaîne, c'est ici sur ce constat que prend fin la séquence d'aujourd'hui en prenant congé de vous, mais néanmoins nous espérons vous retrouver très bientôt avec grand plaisir au travers de votre Ce qui fait débat habituel ou tout simplement ce qui fait la petite discussion à chaque fois et à chacune de nos rencontres. En tout cas, un tout grand merci pour votre confiance, pour votre fidélité, pour votre patience et surtout pour votre participation de nous écouter jusqu'au bout de nos séquences. Mais néanmoins, ne nous oubliez pas de nous entraider mutuellement et d'aider votre chaîne en vous y abonnant, de faire abonner vos proches, vos connaissances, afin d'y être informés rapidement. Et surtout, de ne pas oublier également de partager au grand maximum autour de vous vos séquences vidéo. Pour ma part, il ne me reste plus qu'à vous dire au revoir les amis. Al-Asdiqa, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. À la prochaine fois et à bientôt. إلى اللقاء في حصة أخرى إن شاء الله مع السلامة.